Alors bonjour Juliana, bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de podcast parce que c'est la première fois qu'on joue le jeu toutes les deux. Et maintenant, c'est à toi que je vais poser des questions sur l'expérience client. Alors moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc c'est une partie du marketing en fait, mais que j'aime beaucoup développer. Et depuis que je t'ai rencontrée, je m'y intéresse encore plus. Déjà, Juliana, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous parler de toi? Puisque tu parles si bien français, comment ça se fait? Et que fais-tu? Bonjour Emmanuel, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très contente d'être ici avec toi sur ces podcasts. Juliana travaille avec l'expérience client, ça fait longtemps, pas forcément dans les marchés, mais j'ai commencé dans l'académie, on dirait comme ça, parce que ma formation, elle a dessus. Je suis relations publiques à la base et c'est là que commençait ma passion pour travailler les relations. Après, j'ai fait un MBA marketing, après les masters et un doctorat en gestion stratégique, mais toujours en recherchant sur les côtés des relations stratégiques entre les entreprises, la clientèle. Et après, le post-doctorat, j'ai fait dans le domaine de la psychologie de la consommation. Et c'est à partir de cela, j'ai développé une méthodologie. Et avec cette méthodologie, j'ai fait du conseil au Brésil. J'ai commencé à faire du conseil en France. Et j'ai une plateforme pour faire la gestion de l'expérience client. D'accord, merci. Ok, alors on va en parler justement. Désolé mon français, parce que je sais que j'ai un accent très fort. Tu as parlé que je parle si bien, mais j'ai étudié un petit peu en France. J'ai fait le doctorat en France et le post-doctorat en Belgique, mais encore c'est dur. C'est quoi l'expérience client au fait? Est-ce que, tu vois, chez nous, on parle d'une dimension émotionnelle, empathique avec le client. Est-ce que tu confirmes que c'est ça ou qu'est-ce que tu mets derrière l'expérience client? L'expérience client, je peux dire qu'on a deux perspectives qui ne sont pas différentes, mais sont complémentaires. L'expérience client, oui, c'est les émotions vécues, c'est à niveau de sensations, c'est les résultats obtenus pour les clients, en fait, dans tout leur parcours d'achat, toute la vivance, tous les moments du contact entre les clients et une marque, une entreprise, soit quel est le point de contact, si c'est une communication, si c'est une ambiance physique, si c'est en ligne. Tous là sont des petits moments qui apportent pour les clients une expérience. Et cette expérience va atteindre leurs expectatives ou pas. Et ça, c'est l'expérience vécue. Donc, ce sont les émotions, c'est toutes sortes de sensations vécues pour ces clients, qui on mesure beaucoup par rapport à la satisfaction. Par contre, ça, c'est la partie client. D'accord. Et on a une autre partie de l'expérience qui c'est la partie gestion, qui c'est comment l'entreprise se structure pour offrir leurs stratégies pour que les clients sont ça. Donc, c'est comment l'entreprise va faire tout les actions, soit de la communication, de l'ambiance, des relations clients, du service, la manière de faire les packaging, soit du service, soit du produit, la livraison et tout ça. Mais c'est du côté plutôt stratégique. C'est comment l'entreprise va structurer. Et là, c'est la gestion de l'expérience client. C'est ça qu'il faut. Moi, je partage bien. Parce que quand on voit qui la satisfaction client, quand on voit qui les émotions, ça c'est bien, mais on a un très long chemin pour conduire à l'amélioration de l'entreprise. Parce qu'on voit comme si c'est un portrait du client, de ce qu'il ressent, mais on ne sait pas leurs expectatives, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'il a trouvé cela. Donc quand on étudie, quand on voit les côtés entreprise, on a la capacité de voir ça marche pas. Et là, on peut améliorer ou pas. On sort un petit peu qui voit les clients et on voit les structures de l'entreprise derrière ça. Ok, c'est clair. Et une autre question, est-ce que tu crois qu'il existe un lien entre l'orientation client d'une entreprise et le développement de son chiffre d'affaires? Est-ce que l'un est lié à l'autre? Oui. C'est totalement lié. Oui, parce que c'est ce que tu démontres sur ton site internet. J'ai vu que tu le répètes plusieurs fois. Donc, quel est le lien que tu fais vraiment entre les deux? Parce que quand l'entreprise elle est axée client, elle est centrée vraiment les clients, elle a la capacité de connaître plus comment livrer, pas que l'expérience, mais comment livrer ce que les clients attendent. Et à partir du moment qu'on connaît cela,
on a la capacité d'avoir prix plus fort parce qu'il valorise plus cela. On a une possibilité de fidéliser ses clients pour refaire cela plusieurs fois. Aussi, il va parler bien de cette entreprise, il va attirer plus du monde. Donc, on arrive à développer un business avec plus de santé, on dirait comme ça, et on atteint plus facilement nos objectifs financiers parce qu'on vend plus, on vend mieux. C'est pas qu'ils vendent plus, mais on vend mieux vraiment quand on connaît bien les clientèles. D'accord. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, que les entreprises qui sont plus avec ses clients, elles vont vraiment plus parce qu'elles savent s'adapter. Elles savent qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer son offre, son produit, et ça continuer à évoluer vraiment dans ces circuits. D'accord. Et justement, est-ce que tu as vu une évolution depuis 2 ans, depuis la crise du Covid? Est-ce que y a plus de préoccupations liées justement à cette relation au client, au fait d'être customer-centric? Est-ce que tu vois vraiment une évolution? Oui, je vois beaucoup au Brésil, en France, parce qu'il a changé. Il n'a pas changé pas trop les comportements du consommateur. On voit qu'il beaucoup d'entreprises et du consommateur a retourné un petit peu, pas totalement comme on était au début 2020, mais a évolué la préoccupation de comment on peut faire pour livrer vraiment une expérience plus proche, plus humanisée, on dirait comme cela. Humanisée vraiment entre les marques, les entreprises et les consommateurs. Ça a augmenté beaucoup. Même les positionnements de marque, il y a quelques-unes qui ont compris qu'il fallait aussi changer pour s'approcher encore plus des clients. Ça, on voit que les entreprises ont bien compris que c'est pas qu'ils vendre des produits, mais c'est vendre plus leur valeur, leur manière de mener ces relations. Donc, ça a évolué beaucoup. Et aussi, les côtés connectés, c'est mis beaucoup en lumière. Oui, la digitalisation. C'est pas que la digitalisation, mais c'est faire en sorte que les parcours clients soient plus optimisés et plus alignés, soit en ligne, soit au point de vente physique. Les consommateurs, il faut qu'ils reçoivent la même chose, ils sentent la même chose, indépendamment du canal. Et justement, Juliana, quelles sont les 3 bonnes pratiques pour une bonne gestion de l'expérience client? Oui, je vais dire pas que 3 pratiques, mais 3 piliers que je crois totalement que ça marche pour toutes les entreprises pour offrir la meilleure expérience. D'abord, c'est avoir une équipe capable d'offrir une bonne expérience. Ça veut dire un leadership bien axé aux clients, mais avec une capacité d'écoute à l'interne aussi, à sa propre équipe, une équipe qui soit avec des comportements innovants, capable de créer, mener les relations internes pour après penser aux clients. Donc, les premières, c'est penser aux personnes, penser aux équipes. Après, il faut penser à comment créer un alignement de tout ce que l'entreprise fait, du début du parcours client jusqu'à la fin. Il faut avoir toutes les stratégies bien alignées pour atteindre l'expectative du client. Donc, une communication, la réputation en ligne, la partie du point de vente, soit sur les sites internet ou e-commerce, soit dans les magasins, les traitements, tous les processus que l'entreprise fait, les façons de paiement, les check-out, les produits, bien sûr, après la fidélisation. Tout ça, il faut avoir les mêmes niveaux de livraison, les mêmes niveaux d'offre vraiment aux clients, parce qu'il faut qu'ils ressentent cela. Et le 3e point, c'est avoir une orientation plutôt à prévention du problème, pas que sur la correction. La correction, c'est une chose qu'il faut avoir toujours, parce qu'il faut améliorer à partir du moment qu'on voit une chose que ça va pas bien. Il faut réussir à améliorer ça. Mais à partir du moment qu'on a un erreur dans la gestion de l'expérience client, ça veut dire qu'un client a déjà perçu cela. Il y a déjà un client qui il est insatisfait. Il faut qu'on
on n'arrive pas à cela. Donc, prévenir les problèmes, c'est très important. Oui, et pour ça, c'est mettre en lumière une gestion des risques. Quelles sont donc les 2 principales erreurs à éviter d'après toi? Parce qu'il y a beaucoup. Oui. Mais les 2 plus fréquentes? Tu sais, Manuel, qu'il est plus fréquent que je vois d'erreurs dans la gestion de l'expérience client, c'est le leadership. Ça ne m'étonne pas. Tu sais, le leadership qui demande beaucoup à son équipe. Non, on fait ça, c'est comme ça. Traite beaucoup bien les clients, mais il ne fait pas. Il ne fait pas avec ses propres équipes. Il ne sait pas. Il n'y a pas la façon de traiter leur propre équipe. Ils demandent cela. Et ça casse les chaînes. Donc, toujours quand il y a des erreurs vers les clients, ça veut dire que l'erreur n'est pas là-bas. C'est avant. Le deuxième erreur, ne pas écouter les clients. Ça, je vois beaucoup aussi. Principalement les entreprises petites, familières, ou même moyennes, bien structurées, mais trop fermées, trop centrées sur elles-mêmes. Dès qu'un client fait une réclamation, parfois les problèmes c'est du client, c'est pas de l'entreprise. Il n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il arrive. Donc, ne pas écouter les clients, là c'est une grosse erreur. Il faut toujours écouter les clients, savoir. Il ne sait pas écouter qui dans les mesures de satisfaction ou dans dans tous les jours en les parlant, mais avoir une systématique vraiment pour récolter les données, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, pour les faire l'accompagnement. Donc, c'est ce genre d'écoute. Alors justement, Juliana, toi, tu as créé un outil qui est assez extraordinaire qui s'appelle Happy Track. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu l'as créé et à quoi ça servirait justement pour remédier à ces erreurs et arriver à satisfaire pleinement ses clients? J'ai créé HappyTrack parce que j'ai vu que dans les marchés, les mesures existantes pour mesurer l'expérience client, ce n'était pas suffisant. Il y a une donnée très étonnante qui c'est que la plupart des managers, quand ils ont des données clients, données de satisfaction, enfin, ils ne savent pas quoi faire pour améliorer, enfin, parce que les chemins d'une mesure de satisfaction, d'une mesure client, jusqu'à arriver à remonter l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, est très long. Et là, les entreprises encore jouent aux échecs et erreurs, tu sais. D'accord. Oui. Et c'est pour ça que j'ai créé une systématique pour analyser l'entreprise, comment elle se structure, comment elle forme les relations, pour offrir cela au client. Donc, il y a une mesure qu'on n'est pas intéressé qu'à voir la partie client, mais on est plus vraiment comment l'entreprise est structurée et est-ce qu'elle est prête à offrir une expérience client. Et c'est pour ça que j'ai créé cette méthodologie. Donc, HappyTrack est une plateforme et à partir de cette plateforme, on fait toute la récolte et l'analyse de données pour donner des insights pour les managers et leurs équipes et connaître ce qu'il faut faire, comment améliorer la gestion de l'expérience, vraiment pour arriver d'une manière parfaite, presque parfaite pour les clients. Donc, ça se gère, c'est-à-dire si moi je veux demain améliorer la relation client, ça marche par abonnement, ça fonctionne comment? Si je fais appel à toi, Juliana. Oui, c'est pour un abonnement, c'est à l'année, on fait un diagnostic et après on refait pour voir l'évolution de l'entreprise, mais c'est un processus très pratique parce qu'on a 3 parties de ce processus. D'abord, on fait analyse de l'entreprise, qui c'est le diagnostic, l'audit, pour vérifier les opportunités d'amélioration. Après, à partir de ces données, parce que j'ai vu que l'utilisation de données aussi, c'est la partie difficile. Donc, on fait une sorte de capacitation, sensibilisation, on dirait, d'un comité de clients pour qu'ils puissent vérifier qu'est-ce qu'il faut faire avec ces résultats, comment utiliser dans les jours de l'entreprise. Et après, à la fin, c'est le plan d'action. On a une méthode dans 4 étapes, dans 4 phases pour planifier ces actions. D'une manière très pratique, en utilisant design thinking, cette même équipe arrive à voir les opportunités, à voir des insights et sortir avec un plan d'action pour mettre en route.
D'accord. Est-ce que tu accompagnes sur ce plan d'action aussi ou est-ce que tu les laisses avec gérer Non. On fait un accompagnement 6 mois et une année après pour voir si l'entreprise utilise vraiment, qu'est-ce qu'elle fait, comment ça se passe l'évolution. D'accord. Parce que ce que j'ai vu, j'ai fait du conseil il y a des années, c'est quand on laisse l'entreprise, parfois le tiroir, c'est la première partie qu'il fait. Et c'est pas bien cela qu'on veut que les entreprises fassent. C'est pour ça qu'on notre abonnement, comme tu as parlé, c'est à l'année. Parce que c'est pas que faire ça, parce que ça, c'est 30 jours. Avec 30 jours, l'entreprise a tout, mais c'est vérifier l'utilisation de ça après aussi. Alors, ma dernière question, j'ai bien compris, du coup, à quoi ça pouvait servir. Mais pourquoi les entreprises font appel à ta solution, en fait? Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous donner? Qui va faire appel à toi pour résoudre quel problème? Normalement, les entreprises qui me recherchent, soit elles ont déjà des problèmes de satisfaction client et ils ne savent pas quoi faire, soit elles vont améliorer quelque chose et aussi, mais ok, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans la gestion de l'expérience client? Ou ils ont un projet déjà en tête, est-ce que c'est la bonne question que j'ai pour améliorer cela? Donc, elles recherchent vraiment avant de faire des changements, avant de faire du projet, pour savoir si leur insight, c'est le bon ou pas, et pour avoir d'autres idées aussi. D'accord, c'est intéressant. Très bien, écoute, est-ce que tu vois des choses à rajouter? Est-ce que tu auras un exemple concret à nous donner d'une entreprise récente qui a fait appel à toi, d'une petite société par exemple, qui aurait, tu as des TPE qui en fait aurait par ce biais augmenté son chiffre d'affaires? Oui, on a un exemple. J'aime beaucoup cet exemple. C'est un resto, c'est une pizzeria brésilienne. Et elle est rentrée en contact parce qu'elle avait beaucoup de soucis à niveau satisfaction client et baissait beaucoup leur chiffre d'affaires à cause de cela. Parce qu'ici, les gens recherchent des restaurants un petit peu différents comme en France. En France, c'est au bouche-oreille, c'est où je connais, mais ici, ça marche beaucoup sur l'Internet. Et comme si ça ne passe pas par l'Internet, là, ça tombe le chiffre d'affaires. Ils ont utilisé la méthode pour identifier qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et là, on a identifié qu'il y avait deux gros soucis. Un, c'était l'équipe. Il fallait changer parce que c'était une entreprise assez ancienne. C'était presque 40 ans, je pense, une chose comme ça. Mais c'est une pizzeria ancienne de longue date. Et après, c'est changer aussi les positionnements du marché. Et après utiliser cela, ils ont créé tous les plans d'action. Et avec les insights, ils ont tout changé. De la marque, l'endroit, parce que parfois, on a besoin pour accompagner le changement du positionnement. Ils ont changé les structures physiques du pizzeria, la carte, tout. Tout, parce que, enfin. Et à partir de cela, ils ont augmenté le taux d'indication sur Internet, les recommandations, les notes de satisfaction, qui sont une chose difficile quand on arrive à une échelle basse, Google, Facebook, etc. Ils ont réussi à augmenter vraiment dans une année. On est sorti de 3 points, je ne me souviens pas quel exactement les chiffres, après pour 4,4. Dans une année, avoir beaucoup de recommandations et les chiffres d'affaires. Ils ont sorti de 20 employés pour maintenant 46 employés. Chiffre d'affaires aussi beaucoup augmenté. Aujourd'hui, ils ouvrent pas que les dîners et les déjeuners, enfin. Ils pensent déjà à créer des chaînes. Eh bien, écoute, génial. Bravo, Juliana. Hyper intéressant. Je pense que tu as plein d'exemples et ta méthode pourrait vraiment... je pense qu'Apitrac a un bel avenir, même en France, et que tu es prête à conquérir les entreprises. Est-ce que tu auras un mot de conclusion? Merci beaucoup, Emmanuel. Il faut que les managers comprennent que l'expérience client n'est pas ce que les clients ressentent forcément, c'est ce que l'entreprise fait qu'ils ressentent quelque chose. Eh bien, merci Juliana. À bientôt.